réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Alors, il y a des négociations avec les médecins, il y a l'abolition du recours aux agences de santé privées, là, tout ça qui est à venir. Il y a la mise en place de Santé Québec, il y a d'autres dossiers aussi. On l'a vu ce matin dans le Journal de Montréal, là, où on apprend que le CUSUM réserve maintenant l'accès à certains examens à ses patients et aux résidents de Montréal. Alors, beaucoup de problèmes sur la table de travail du ministre de la Santé, Christian Dubé. Gros automne pour lui. Il est avec nous. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Quentin. M. Dubé, je dirais plutôt beaucoup de chantiers plutôt que des problèmes. Oui, parce que moi, je regarde ça, là, tous vos chantiers, puis je me dis, des fois, vous n'auriez pas le goût un peu de faire comme M. Fitzgibbon, là, puis de dire, peut-être le temps de passer à autre chose, aller voyager, faire du sport? Je pense qu'on peut faire les deux. Je vais vous dire, j'ai la chance d'avoir une très, très belle équipe. Fait quand même, on s'est fait un bon plan il y a plusieurs années. Là, ça remonte à 2 ans. Puis on suit notre plan. Donc, je vais vous dire que je suis encouragé, moi, de savoir où on est rendu. Il en reste encore beaucoup à faire, mais on suit le plan. Et sur le plan personnel, vous avez encore la flamme, là? Écoutez, de garder une santé physique, puis un équilibre, de faire un peu d'exercice, de faire un peu de vélo, d'aller dans la nature à l'automne, c'est l'équilibre, M. Quentin, vous le savez. Hein, travailler, c'est une chose, mais il faut avoir un équilibre avec la famille, avec les amis, puis c'est comme ça qu'on réussit à passer à travers. OK. Regardons les principaux dossiers là, que vous avez, ou les chantiers, pour reprendre votre expression, que vous devez traiter. Alors, vous avez annoncé hier que beaucoup de chirurgies, qu'elles soient orthopédiques, urologiques, gynécologiques, pourront avoir lieu dans des cliniques privées. Tout ça, ça va être couvert par le régime public, bien sûr, donc pas de frais pour le patient. Mais M. Dubé, ça pose quand même le problème de la place grandissante du secteur privé dans notre système. Est-ce qu'on se dirige vers un virage durable, vers de plus en plus de chirurgie au privé? Non. Je vais vous dire, si j'étais capable de faire l'essentiel de toutes nos chirurgies dans notre système public, en ce moment, je le ferais. Vous savez qu'il nous manque de personnel, puis c'est un peu l'œuf et la poule. En ce moment, j'ai besoin d'avoir l'aide du privé pour certaines chirurgies, mais à la condition que ce soit gratuit pour les patients. Alors, on a eu un beau succès avec ça, avec un certain nombre de chirurgies. Puis là, si je veux faire le rattrapage, parce que c'est ça qui est notre enjeu, depuis la pandémie, on a pris un retard sur certaines chirurgies. Puis ce qui me dérange encore plus, quand c'est des chirurgies qui ont, par exemple, sont relatives au cancer ou des chirurgies très importantes. Alors, je pense qu'il faut accélérer ce que le privé peut nous aider. Puis quand on aura reçu tout notre personnel puis qu'on aura réglé nos conventions collectives, je vais être le premier parce que j'ai toujours dit que mon objectif, c'était de renforcer le secteur public. Mais en ce moment, j'ai besoin des deux. Puis c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Mais si je suis employé dans le secteur de la santé puis que je travaille au privé, il me semble que si j'apprends qu'il va y avoir de plus en plus de chirurgie dans mon secteur au privé, ça me donne pas vraiment d'incitatif à transférer vers le public. Bien, ce qu'on a demandé avec Santé Québec, là, qui va être effectif dans quelques mois, c'est de revenir l'employeur de choix. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous pensez qu'on a mis comme priorité notre gouvernement d'avoir de bonnes conventions collectives, de rehausser significativement nos salaires à nos employés? C'est qu'on veut que le choix soit de venir travailler au public. Nos infirmières qui sont au public, là, ils ont des régimes de pension très intéressants. Il faut leur donner le goût de revenir dans le réseau. Puis je pense que si on regarde ce qui a été fait, moi, depuis plus d'1 an, là, j'ai récupéré 17 000 employés, soit des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des travailleurs sociaux. Donc, ça fonctionne. Et lorsqu'on aura une assurance que toutes les grandes centrales syndicales ont signé, je pense qu'on va avoir encore plus de gens qui vont revenir, mais c'est une transition qui prend quand même du temps à faire. Mais moi, je suis très encouragé de la dernière année,
d'avoir pu récupérer plus de 17 000 employés. Bon, vous touchez évidemment, vous mettez le doigt sur un point très important, là, le fait que toutes les infirmières auront besoin d'une convention collective attrayante. Il y a des négos à l'heure actuelle avec 80 000 infirmières. Votre proposition, la proposition de votre collègue du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, est étudiée à l'heure actuelle. Est-ce que vous êtes confiant qu'on va en venir finalement à une entente? Ben, j'ai pris la résolution avec Mme Lebel, justement, de ne pas commenter parce que l'intermédiaire ou le médiateur qui a été nommé entre les parties il y a plusieurs mois, c'est sa recommandation. Fait que vous comprendrez pourquoi que Sonia Lebel et moi, on se restreint de faire des commentaires. C'est aux infirmières à voter. Alors nous, on était d'accord à ce que le médiateur recommande aux employés de voter. Ça va se faire à la mi-octobre, là, entre le 15 et le 17 octobre. Mais vous comprendrez que moi, je veux donner le plein choix aux infirmières. Je pense que tout le monde a travaillé fort pour essayer d'avoir une proposition qui était intéressante pour les deux parties. On va laisser les infirmières faire leur choix là, à la mi-octobre. Bon, vous dites que 17 000 personnes là, qui travaillaient dans le secteur privé sont retournées vers le public dans différents corps de profession là, dans le monde de la santé. C'est bien ça? 17 000. Oui. L'objectif à terme, c'est d'avoir combien de gens qui vont faire ce saut-là, qui vont retourner vers le public? Je vous dirais que puis je suis content d'avoir la question parce que du 17 000, j'en ai déjà 4 000 qui viennent des agences. Ça veut dire qu'il y a déjà 4 000 infirmières ou préposées, là, sans rentrer dans le détail, qui ont fait le choix, eux autres, de dire, je pense que les conditions sont meilleures maintenant, puis je veux revenir vers le public. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que j'en ai besoin encore d'à peu près un autre 10 000? C'est à peu près ça, mon estimé aujourd'hui, là. Mais des fois, j'aimerais mieux qu'ils me viennent des agences parce que c'est des gens qui sont déjà dans le réseau, qui connaissent déjà nos hôpitaux. Alors, c'est pas vraiment du personnel additionnel, c'est du personnel qui est maintenant permanent et dont j'ai l'assurance de la qualité du travail parce que des fois, avec les agences, on n'était pas trop sûr des curriculums vitae, etc. Fait que c'est une très, très bonne nouvelle qu'on ait pu en engager, mais en réengager qui viennent du personnel des agences. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, en revanche, là, le recours aux agences, ça se poursuit. Vous aviez une date butoir au mois d'octobre là, pour mettre fin à ça. C'est reporté au printemps prochain. Est-ce que vous allez devoir la reporter de nouveau à votre avis? Ou vraiment, là, c'est le 30 mars, là, maintenant, est-ce que vous allez pouvoir mettre fin au recours aux agences privées? Juste pour un petit contexte, M. Quentin, j'ai pas changé mon objectif de m'affranchir des agences sur 3 ans. Parce qu'il fallait être raisonnable c'est plus compliqué dans les régions que ce l'est à Montréal puis dans les grands centres. Je vous dirais qu'aujourd'hui, puis je pense qu'on l'a annoncé cette semaine, qu'on a diminué déjà de moitié le recours aux agences seulement dans les 5 premiers mois de l'année, depuis qu'on a fait ces nouveaux règlements-là. Alors, je vous dirais même, je suis en avance de mes objectifs de m'affranchir des agences. La raison pour laquelle, pour les centres urbains, donc pour Montréal et Québec, j'ai retardé de 6 mois, c'est parce que je voulais être sûr que ces grands centres-là, qui ont pour la plupart atteint déjà leurs objectifs, puissent continuer d'aider les régions. Parce que quand, par exemple, à Montréal, j'ai plus besoin des agences, c'est parce que j'ai récupéré assez de gens, puis ces gens-là peuvent aller aider aux besoins, soit par prêt de service ou par les équipes volantes, aller aider, par exemple, sur la Côte-Nord. Alors donc, on suit le plan de match. On va s'en affranchir pour 3 ans, mais même, je pense que ça va venir plus rapidement si je me fie à notre première année. Donc, vous ne pensez pas devoir prolonger de nouveau cette nouvelle date butoir? Là? Non, je suis toujours un petit peu superstitieux parce que je trouve que ça va bien, mais je vais être prudent. Je vous dis juste qu'en ce moment, je suis en avance sur notre plan. OK. On parlait des infirmières il y a un moment. Évidemment, il y a beaucoup de grogne chez les infirmières. On verra bien là, comment sera jugée votre dernière proposition. Mais on regarde ça dans d'autres secteurs, puis ça semble pas vraiment aller mieux. Là. Les médecins de famille sont pas contents. Les médecins de spécialistes amorcent leur négociation. Ils sont sans accord cadre depuis 1 an et demi. Les gens, ils regardent ça, M. Dubé, puis ils se disent pourquoi ça fonctionne jamais? Pourquoi il y a toujours des gens dans le système qui sont pas contents, qu'on n'est pas capable de s'entendre entre les médecins de famille, entre les médecins spécialistes, entre les infirmières, puis le gouvernement? Pourquoi il y a toujours du sable dans l'engrenage?
Écoutez, moi, je vous dirais, des fois, il ne faut pas toujours se fier à ce qui se dit publiquement, parce que c'est sûr qu'une négociation, on parle d'argent, on parle de conditions de travail, c'est pas toujours facile. Moi, je vais vous dire, j'ai rencontré le docteur Oliva, avec qui j'ai une très, très bonne relation. J'étais avec le docteur Oliva, puis le premier ministre cette semaine. Docteur Oliva, je le rappelle, qui est de la Fédération des médecins spécialistes. Pardon, ben oui, merci de le rappeler. Alors, docteur Oliva de la FMSQ, on a eu une très, très bonne discussion. Moi, je travaille avec lui depuis la pandémie. C'est sûr que des fois, il peut y avoir des commentaires qui sont faits des deux parties, là, mais moi, je veux vous dire, le travail que je fais avec les deux fédérations en ce moment, ils savent que j'ai un objectif, c'est le patient. Moi, je veux améliorer l'accès aux patients. Puis, je suis convaincu qu'on va pouvoir s'entendre très bien avec ces gens-là parce qu'ils ont le même objectif que nous. C'est d'améliorer cet accès-là aux patients qui, malheureusement, pour une foule de raisons, manque de personnel, augmentation de la demande, mettez le vieillissement de la population, toutes les meilleures raisons du monde pour dire c'est difficile. Mais je sais une chose, c'est que nos professionnels, comme les infirmières, veulent que l'accès soit amélioré. Puis je pense qu'il faut des fois éviter les petits soubresauts dus aux négociations. On a tous le même objectif. Mais il semble quand même avoir un petit problème philosophique, là. Vous, votre bébé, à quelque part, c'est Santé Québec là, qui va prendre bientôt son plein envol. Les médecins spécialistes, eux, disent « Santé Québec, on n'est pas trop sûr. Ça va peut-être ajouter une couche de bureaucratie dont on n'a pas besoin. » Je vous dirais que c'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a dit, le docteur Oliva. Il a dit, je veux juste être sûr que ça compliquera pas les affaires. Puis moi, docteur Oliva a eu la chance récemment de rencontrer Mme Biron. Et Mme Biron, comme vous savez, elle a déjà géré des entreprises, puis elle est très efficace. Je pense qu'elle comprend très bien qu'on veut pas rajouter des couches, mais qu'on veut rendre ça plus efficace. Alors, par exemple, quand le docteur Oliva me dit comment je peux vous rencontrer plus souvent puis être sûr qu'on améliore le réseau, je vais vous dire que moi, je pense que Santé Québec va être facilitateur dans l'accès qu'on est en train de faire avec Santé Québec. Je vais terminer avec une dernière question, M. Dubé. Au niveau de l'imputabilité, l'arrivée de Santé Québec, ça va changer quoi? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous répondez à mes questions sur une foule de sujets liés au secteur de la santé. C'est vous qui êtes imputable. Vous êtes le ministre en titre. Dans un an, une entrevue comme celle-là, je la fais avec qui? Avec vous ou avec Mme Biron? Avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le ministre sera toujours responsable du ministère de la Santé. Il va être beaucoup plus facile maintenant pour Mme Biron, son équipe, le conseil d'administration. Eux ont la charge de piloter le réseau, les 36 CCCIUS, les 350 000 employés. Mais le ministre reste responsable du ministère. Et dans ce sens-là, vous, aujourd'hui, si vous voulez parler à Mme Biron, vous êtes capable directement de parler à 36 CCCIUS, c'est elle qui va s'occuper des opérations. Mais moi, je suis responsable des orientations. Prenons un exemple de ce matin. Quand le CUSUM dit « Non, vous ne pouvez pas venir me voir parce que vous n'avez pas le bon code postal », ça va être à moi que vous devez parler parce que ça, c'est une orientation. La loi dit que tout Québécois doit être servi dans n'importe quel hôpital, peu importe son code postal. C'est ma responsabilité. Et je dirais à ce moment-là, Mme Biron, dites à vos PDG de respecter la loi, c'est l'article 9. Donc, le ministre reste responsable, mais on délègue à Mme Biron, à son équipe de direction, d'administrer un réseau de 350 000 personnes. Toujours intéressant de vous parler, M. Dubé. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un plaisir. À bientôt. À bientôt. Christian Dubé est ministre de la Santé du Québec. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Là, je veux pas entendre que c'est froid, que ça tire. On va chercher M. Roger à côté. Viens chez nous, ma soeur, à de l'eau de Javel.
Maudit hostiviage de Géribois, de calice, d'hostie de Saint-Simonac, ça se peut-tu, un enfant de même? Quand t'as une tête de mort sur une bouteille, tu touches pas à ça, ta Montage. C'est magnifique. C'est ma scène préférée dans le film. C'est absolument extraordinaire. Catherine, de la super belle visite en studio aujourd'hui. Absolument. Gilda Roy qui est ici pour le film La Petite et le Vieux, film qui a été présenté au Festival du film de Locarno, signé Patrice Sauvé. Ça prend l'affiche la semaine prochaine, le 4 octobre. Gildor, quel film magnifique. Je sais que ce projet-là est arrivé après District 31, c'est bien ça? Ah oui. Il y avait eu, et ton audition pour jouer le personnage de celui qu'on appelle Monsieur Roger dans le film, parce qu'il se lie d'amitié avec une jeune fille qui habite en face de chez lui. Ce qui est impossible dans un scénario qui serait écrit aujourd'hui. Non, absolument pas. C'est l'adaptation d'un roman, faut le dire. Ouais. Mais ton audition pour faire le film, tu l'as passé à Paul Arcand, tu le savais? Que Patrice Sauvé t'avait entendu à Paul Arcand raconter une anecdote. C'est là qu'il s'est dit, j'ai trouvé mon Monsieur Roger. Ben, je savais pas ça. Tu savais pas ça? Tu m'as... T'as raconté une histoire sur District 31. Il y avait un jeune garçon. Oh, le jeune gars qui avait amené une auto? Qui avait amené l'auto. Et t'as parlé avec Paul, t'as raconté que ce jeune garçon-là avait amené une voiture et t'allais visiter le plateau de District 31. Puis t'avais placé sa petite voiture derrière toi dans le bureau du commandant Chiasson. Puis quand t'as raconté ça à Paul, Patrice Sauvé, les larmes lui sont montées aux yeux, puis il a dit, j'ai trouvé mon Monsieur Roger. J'en reviens pas que je t'apprends ça. Il m'a jamais dit ça, Patrice. Ah ben. Est-ce que tu le vois, le Monsieur Roger, quand tu racontes ça? Oui, ça a du sens. C'est le genre de patente qui aurait fait, le vieux Roger. Mais attends, pire que ça. Premier visionnement à Québec, c'est des gens de Québec, puis des gens de la famille de l'auteur du roman, puis tout ça. Et il y a une dame après qui arrive, puis elle est en larmes. Puis elle me prend par les épaules, puis elle me dit « Vous êtes pareil comme lui. » Et c'est là que j'ai appris qu'il avait déjà existé. Il a existé? Je le savais pas. Donc, il est inspiré, là. C'est pas uniquement un personnage romanesque. Ce que je veux mentionner, là, le roman, c'est La Petite et le Vieux. Ça a été écrit par Marie-Renée Lavoie en 2010. Un roman qui a eu un immense succès après sa sortie. Oui, et qui va être édité d'ailleurs avec le film, avec l'affiche du film. Donc, il va sortir sous peu en librairie. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette proposition-là? Parce que tu joues encore une fois, je m'excuse, Gildor, mais un vieux bourru. Comment encore une fois? Là, tu mélanges la vie. Le commandant Chiasson, après ça, t'as Dumas, là, t'arrives avec Monsieur Roger. Ben, mes enfants sont plus surpris. Ouais. Mais c'est tout le temps des vieux bourrus qui ont du succès. Ben, c'est des beaux Monsieur bourru. Voilà. Des bourrus winners. Des bourrus winners. Ben, vous êtes jeune, Catherine. Philippe, un peu moins, mais quand même. Il fut une époque où quand on avait des problèmes humains entre êtres humains, on les réglait entre êtres humains. Pas sur une plateforme ou pas sur un forum électronique. Et moi, je m'ennuie de cette époque-là. Puis les jeunes disent « Ah, OK, boomer, là, je comprends pas comment ça marche. » Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a de la valeur là-dedans. Et le film se passe au début des années 80. Et c'est ce qu'on voit. Puis c'est ce qu'on ressent, je pense. C'est des gens qui s'aident, qui saillissent, qui chialent après, mais qui sont ensemble, qui ont un vrai contact humain. Fait que dans ce sens-là, c'est comme un feel-good, excusez l'anglicisme, movie, là, tu sais. Et tu joues avec une jeune fille du nom de Juliette Barucha, qui joue la petite fille, dans le fond. Elle a terminé là, une série d'auditions. Il y avait beaucoup d'enfants. On a réduit. Et finalement, c'est une centaine de jeunes filles. Et toi, tu as eu l'occasion de jouer avec les 2 derniers enfants qui étaient en fait près d'avoir le rôle. Et tu as joué avec cette jeune fille-là. Puis ça a été déterminant pour qu'elle l'obtienne. Parce que c'est une comédienne pas professionnelle. Là. Elle faisait des petits cours de théâtre. Travailler devant une caméra, jamais de sa vie. Là. Ça s'est passé comment, cette audition-là? Ben... Puis ça, je ne veux pas qualifier l'autre personne qui était finaliste parce qu'elle était bien bonne, Lucie. Mais il y a des gens dans la vie qui veulent être une vedette, puis il y a des gens qui veulent être une actrice. Puis c'est pas la même job. Puis elle avait été une actrice. Puis comment tu vois la différence? Travaillante, préparée, pas de vanité, pas de la pudeur dans la vie, oui, mais quand la lumière allume... Puis vous êtes de même, vous êtes en ondes, vous êtes des gens pudiques dans la vie, je suis sûr, puis quand la caméra, la lumière allume, boum, on ouvre la machine. Elle a ça, elle. Puis moi, je m'étais un peu préparé quand elle a eu le rôle. Je m'étais au courant de Taylor Swift, puis ces affaires-là, tu sais, pour avoir de la conversation avec elle. Ça, c'est drôle. Avoir quelque chose à raconter. Comment jaser avec les jeunes? Un matin, au maquillage, il est comme 6 heures du matin, je fais « Hey, Taylor Swift, hein, sa tournée? » Elle fait...
Gildor, Taylor Swift, Ça ne l'intéressait pas de parler de ça. On voulait parler de la scène, puis on parlait de la vie, puis de commencer de vieillir, puis commencer à avoir des enfants, puis c'était formidable. Est-ce que c'est une vieille âme ou c'était vraiment une enfant qu'on laissait être enfant sur le plateau? Non. C'était une petite fille de 11 ans, puis elle avait 11 ans, là, puis je faisais peur des fois. Je faisais exprès pour lui faire le saut, mais c'est une vieille âme. Ça c'est indéniable. Sur la 4e de couverture du roman, là, on décrit M. Roger, qui est le personnage que tu incarnes dans le film. Alors, voici ce qu'on dit. M. Roger passe ses journées à boire de la bière, assis sur une chaise en faux cuir fleuri, mais il accourt dès qu'on a besoin de lui. C'est peut-être qu'il boit de la bière, puis il fume ses 4 paquets par jour, puis il sac, puis d'exporter. Exactement. Puis il chiale après tout le monde qui passe en rue parce qu'il s'ennuie, puis il attend que quelqu'un le rende utile. Parce que c'est quelqu'un dans son passé qui a été utile et qui ne l'est plus, qui est un poids pour la société. Il attend un peu de mourir, c'est ça? Aussi. Il chiale parce qu'il est fâché, parce que la vie le rend... Oh, du tostiviage de gigoin, de calice, de... Ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est une scène improvisée. C'est vrai? Ouais. Patrice me dit, OK, là, c'est plus long, de la porte à la table. Fait que si tu pouvais sacrer tout le long, mais ça semble très naturel, Gildor. Ça n'a pas été facile. C'est drôle. Moi, là, c'est l'affaire qui me fait le plus rire, là, une série de sacs. Tu sais, comme autant, il y en a eu dans Bon cas de Bad cas. Ouais. Moi, là, quand j'ai vu cette scène-là, je riais fort. Oui, ça te fait rire. Ça fait vraiment rire parce que, tu sais, tu dis, c'est vrai que c'est imbécile boire de l'eau de Javel. C'est un enfant de la famille, de la petite fille qui boit de l'eau de Javel. Il est assis au-dessus de la laveuse. Puis elle dit, va chercher M. Roger. Lui, il sait quoi faire avec ça. C'est arrivé à un de mes enfants. Tu as-tu fait manger du pain comme ils ont fait dans le film? On l'a amené à Sainte-Justine, mais on l'a trouvé avec des galons d'eau de Javel, puis de produits pour laver. Puis il a tout enlevé les bouchons. Fait qu'on savait pas s'il avait bu quelque chose, puis si oui, quoi. Fait qu'on a fallu l'amener à l'hôpital, puis finalement, il avait rien bu. Mais c'est freakant, tabarnouche. Vraiment. Puis t'es allé le chercher où, ce monsieur-là, chez toi, chez Gildor Roy? Il dort dans quelle partie de ton corps? Il dort pas si loin que ça. Pas vrai? Tu te reconnais dans lui? Non, c'est vraiment loin de moi. Je suis de moins en moins chialeux, je pense. Mes enfants diraient que c'est pas vrai, mais je suis de moins en moins. Parce qu'en vieillissant, la vie est de plus en plus précieuse, je pense. Mais j'en ai connu. Disons que j'en ai connu des messieurs comme ça. Mais c'est pas tellement le chialage comme la solitude qui m'intéressait là-dedans. Puis ça, moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. OK. Fait que, mais t'es pas isolé. Je suis volontairement isolé. Je m'isole volontairement quand j'en ai besoin. T'sais. Fait que c'est là que je suis allé plus pour trouver M. Roger. Mais en tout cas, la grosse barbe te va vraiment bien. Hey, t'es bien gentil, mais tu sais qu'il y a une... Oui, on peut le dire. Il y a une partie du film, il y a un petit moment dans le film, puis on ne dira pas c'est quoi, qui a été tourné à La Havane. Puis quand je me promenais dans les rues, aussi vrai que je suis là, les Cubains dans la rue me criaient « Hemingway! » C'est vrai, je te jure, Philippe. Le producteur du film était avec moi, puis il était bien content. J'imagine. Hemingway, le grand auteur américain qui a séjourné très longtemps à Cuba. Là. En tout cas, c'est à voir. Le film prend l'affiche la semaine prochaine. Vous allez pouvoir voir Gildor faire quelque chose de complètement différent, même si je dis que tu joues tout le temps des gens bourrus. Mais la proposition est vraiment belle. Ça s'appelle La petite et le vieux. Et c'est un très, très beau film familial. Merci beaucoup. J'ai très hâte d'aller le voir. Merci beaucoup, Gildor. On se revoit bientôt, j'espère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Hier matin, notre collègue Bénédicte Lebel nous parlait de cette terrible histoire. Une courtière immobilière de 63 ans qui a vécu un vrai cauchemar il y a une dizaine de jours lorsqu'un client qui était déjà à l'intérieur d'un logement qu'elle devait faire visiter l'a séquestré, étranglé et agressé. Tout ça dans le quartier Villeray de Montréal. Alors, la profession d'agent immobilier, on l'oublie, hein? Ça se pratique souvent très seul dans un endroit clos et ça peut présenter un danger pour les courtières. J'en parle avec Mélanie Bergeron. Vous entendez souvent Mélanie à notre antenne. Elle est courtière immobilière et animatrice du balado Les Dessous de l'immobilier en compagnie de Jeffrey Soubrani. Mélanie, bonjour. Bonjour Philippe. Mélanie, comment le milieu de l'immobilier a réagi quand cette nouvelle a été publiée?
Ben, en fait, ce qu'on a pu voir sur différents groupes ou en jasant avec d'autres courtiers, c'est qu'évidemment, tout le monde était sous le choc. Là, c'est vraiment horrible ce qui est arrivé à cette dame-là. Et là, les petites histoires ont commencé à sortir. Donc, bien sûr, ça frappe l'imaginaire. C'est très grave. C'est pas un cas qui se produit très souvent. Là, on s'entend, c'est vraiment un cas isolé. Par contre, la violence, la petite violence, comme je l'appellerais entre guillemets, là, au quotidien, dont les courtières ne parlent pas trop, ça jase entre courtiers, mais les gens savent pas ça. Je pense à des appels obscènes, je pense à des avances pour obtenir un contrat, je pense à des mains baladeuses pendant une visite. Ben ça, il y a toutes sortes d'histoires qui sortent depuis que cette dame-là, heureusement, a été retrouvée par la propriétaire du condo parce que, en tout cas, elle a été sérieusement attaquée. Là, donc, heureusement, elle est toujours en vie. Par contre, c'est sûr, Philippe, que de se trouver seul dans une propriété avec quelqu'un qu'on connaît pas, ça représente un risque. Il n'y a pas beaucoup de professions où on se retrouve dans une maison inconnue parfois, surtout si on visite à l'achat ou, bon, si on fait visiter la maison de notre vendeur, on connaît la maison, mais le vendeur n'est pas là généralement. Et les acheteurs, si on n'a pas fait des recherches, des discussions avec eux, on ne sait pas exactement c'est qui. Puis dans ce cas-là, la personne a donné un faux nom pour pouvoir se faire accorder une visite finalement. Alors, je trouve ça vraiment déplorable et surtout horrifiant. Là. C'est ce qui circule dans le milieu. Disons que les courtiers prennent pas souvent parole non plus dans les médias parce que, bon, ils ont souvent mauvaise presse. Donc, ils vivent ça un petit peu entre eux, mais on le voit sur les réseaux sociaux, les cercles fermés de courtiers immobiliers. Il y a beaucoup d'histoires qui sortent. Mélanie, toi, est-ce que tu as déjà vécu des situations qui t'ont inquiétée? Moi, il y a quelques mois, j'ai eu un appel obscène, mais quelqu'un qui, au départ, me parlait d'une maison, mais c'était un petit peu flou. Puis là, j'ai commencé à lui poser des questions parce que je trouvais ça étrange. Et la personne m'a avoué, il se masturbait en me parlant au téléphone. Alors, après, moi, j'ai raccroché, évidemment. On se dit, c'est pas en personne. Bon, mais encore là, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas s'il va nous attendre à la prochaine visite. Est-ce que c'est un client que je connais pas ou que je connais qui a fait ça? Donc, pendant quelques jours, tu te sens quand même un peu... menacé. Comment dire? Oui, tu te sens craintive et tu n'oses pas trop. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est dire aux gens où on se trouve, à la base, il ne faut pas aller visiter une propriété sans que quelqu'un sache où on est. Mais moi, j'ai eu une autre histoire, en fait. Moi, je travaille avec mon mari, donc j'ai cette chance-là. On peut se relayer si on a un doute. Si j'ai un doute, par exemple, mais quelqu'un qui m'appelle pour une visite, puis je trouvais que ça avait pas l'air crédible, son affaire. C'était une maison qu'on vendait, puis je le trouvais étrange au téléphone. Je dis, écoute, peux-tu y aller à ma place? Je suis pas à l'aise. Et il est arrivé là, il y avait 3 grands gars qui étaient là, puis qui n'avaient pas l'air du tout intéressés par la maison. Oui. Ils ont fait la visite, ils ont été corrects, mais ils n'ont jamais donné suite. Il n'y a pas eu de retour de suivi, quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas, peut-être que c'est une idée, mais quand notre petit drapeau rouge se fait aller, là, il faut s'écouter puis dire, regarde, moi, j'y vais pas, puis on y va accompagné, on n'y va pas seul. On est rendu là, malheureusement, parce que il y a des endroits privés. Tu fais visiter un sous-sol toute seule avec quelqu'un qui peut... on est vulnérable. On s'expose, en fait, à des choses comme ça. Bon, alors, tu parles d'un certain nombre de solutions, ou à tout le moins d'idées là, pour essayer d'éviter des expériences absolument tragiques. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent lentement en place? Est-ce que les courtières disent, OK, à partir de maintenant, si je vais visiter une maison seule, j'ai donné mon numéro de téléphone ou j'ai un contact avec telle personne. Si je lui donne pas de nouvelles, mettons, la visite commence à 11h15. Si je l'ai pas appelé à 11h30 pour lui dire que tout allait bien, il y a peut-être un problème. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui se mettent en place? Oui, chaque courtière a ses trucs et même des courtiers qui ont dit, écoute, moi j'ai dû sortir quelqu'un là qui était, les hommes aussi peuvent être victimes de ça, mais c'est plus souvent les femmes. Et la géolocalisation sur les téléphones cellulaires, oui, le coup de téléphone, ça peut être très précieux justement, où on va venir peut-être interrompre quelque chose si on n'est pas à l'aise ou on prétexte qu'il faut quitter si on n'est pas bien. Ce qui arrive aussi, Philippe, c'est qu'en théorie, on n'a pas le droit de refuser à quelqu'un de visiter une propriété. Moi, je trouve ça particulier parce que, par exemple, dans une visite libre, on n'a aucune idée qui va arriver à la porte. On ne sait pas d'où vient cette personne. On n'a pas le droit de demander, exemple, de nous présenter son permis de conduire. Bon, rendu là, moi, personnellement, j'ai déjà refusé des visites parce que les gens refusent de s'identifier. Puis sachez, tout le monde, quand vous allez visiter une propriété,
c'est pas une salle de montre, là. Vous entrez chez quelqu'un. Dans l'intimité des gens, il faut que vous soyez un acheteur sérieux. Il n'y a pas de visite touristique, puis tiens, on va aller faire une tournée dimanche après-midi. Moi, je suis en faveur d'un meilleur pouvoir pour qu'on puisse identifier les gens. Le but, c'est pas de faire de la malfaçon avec les pièces d'identité, c'est vraiment de voir à qui on a affaire. Êtes-vous bien cette personne-là? Avez-vous une préapprobation hypothécaire? À la base, ça ne nous protège pas de tout, mais on peut au moins savoir que c'est quelqu'un de crédible qui vient visiter. Là. Ouais, peut-être qu'on a voulu, en instaurant ce règlement-là, prévenir de la discrimination, là. Oui, peut-être, mais encore là, on se met à risque tout le temps, tu sais. Fait que là, si on est obligé d'aller visiter à deux, ou bien moi, j'ai déjà refusé des gens qui voulaient pas s'identifier. En théorie, on peut pas le faire, mais tu sais, si moi, je me sens pas à l'aise, je sais que mes vendeurs, exemple, vont comprendre si je leur dis ça. Si je leur explique, écoutez, je n'étais pas à l'aise avec les gens qui venaient, ils voulaient pas me donner leur nom, ni si, tu sais, j'ai pas demandé de pièce d'identité, mais déjà, quand les gens ne donnent pas leur nom, je trouve qu'en partant, c'est pas quelque chose de rassurant. On n'est pas dans un magasin, là, on est dans une maison privée. Alors, je ne sais pas quelles sont les démarches qui pourraient être faites en ce sens-là, mais qu'on n'ait pas le droit de refuser quelqu'un. Ça, à la base, c'est quand même particulier. Puis oui, on veut la vendre, la propriété. Il y a des courtiers aussi qui bon, c'est pas tout. Tu sais, il y en a beaucoup qui travaillent très fort pour gagner leur pain puis qui font pas des gros salaires nécessairement. Alors, dès qu'ils ont une chance de faire une visite, sont bien heureux de vendre la propriété. Mais en quelque part, c'est des choses qui peuvent arriver, puis les femmes sont beaucoup plus exposées. On est sur des pancartes, les cellulaires sont là, tout le monde peut nous joindre. Des appels obscènes, j'ai entendu plein d'exemples de ça dans les derniers jours aussi. Donc, puis souvent, on n'en fait pas de cas, hein, c'est ça qui est particulier, c'est que on passe au suivant, puis coudonc, c'est au téléphone, puis c'est pas... Mais moi, je trouve ça très grave qu'une femme ne puisse pas travailler en 2024 tranquille, puis qu'elle se fasse harceler de la sorte ou intimider au téléphone ou en personne. Ça n'a pas sa place nulle part. Là. Tout à fait. C'est une histoire absolument terrible. Et puis, souhaitons justement que les courtières, puis les courtiers, que tout le monde mette sur pied des façons de procéder de façon à assurer la sécurité de tout le monde. Mélanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe, à bientôt. Bonne journée. Mélanie Bergeron est courtière immobilière et animatrice du balado Les Dessous de l'immobilier à notre antenne en compagnie de Jeffrey Soubrani. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Catherine, comme à chaque fin de mois de septembre, ce sont les Journées de la culture ce week-end. Oui, ça se déroule partout au Québec et le porte-parole cette année, c'est Charles Lafortune qui est au bout du fil. Bonjour Charles. Bonjour Catherine, bonjour Philippe. Salut Charles. Charles, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être le porte-parole des Journées de la culture cette année? Moi, j'ai été vraiment très, très honoré qu'il pense à moi. Tu sais, je donne beaucoup dans l'audiovisuel, puis le show populaire, grand public, etc. Mais c'est drôle parce que moi, tu sais, quand on te demande ça, je sais pas, tu regardes qu'est-ce qui t'a amené là. Comment ça se fait que moi, je suis le producteur de TV? Puis quand ça s'est rentré la culture, puis la télé, puis moi, ça a été à l'école. Donc, au secondaire, j'allais au Collège Saint-Sacrement, la même place que Pierre et Paul Lutz sont allés. Puis, il y avait de l'impro. Puis, j'ai découvert l'impro en secondaire 3. J'avais une prof absolument extraordinaire qui s'appelait Christiane Deshaies, qui avait comme 24 ans. Finalement, je devais en avoir 13, 14. Donc, elle avait 10 ans de plus que nous autres. Puis, elle nous a amené voir, tu sais, des shows au théâtre Denise Pelletier, mais en même temps, elle nous a aussi amené voir le rail de Carbone 14, Gilles Maheu qui montait ça avant qu'il monte Notre-Dame de Paris. Je suis allé voir les plaques tectoniques de Robert Lepage. Puis moi, ça a été comme une révélation en plus de jouer en impro, d'être en secondaire 3, puis de faire rire les gars, puis de me mettre à pogner avec les filles parce que j'étais connu. Puis ça a été comme un espèce de pied. Chez nous, il n'y avait pas de ça. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas... Tu sais, ma mère est prof, mon père était courtier en immeuble. Puis là, après ça, un moment donné, j'ai dit, en théâtre à l'UQAM, puis je vais aller, après ça, je suis allé au conservatoire. Mais tu sais, quand je pense à mes amis avec qui je jouais en impro, tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que dans les arts, il y a toutes sortes de choses. Tu sais, on a toujours l'exemple de la musique, c'est aussi mathématique de la musique. Dans tout ce qui est le rap, ça rime, il y a un flow, il y a de la poésie là-dedans. L'impro aussi, c'est la structure de la pensée. Tu sais, fait que plus tard, ça va t'apprendre à vendre des affaires, à bien comprendre, à être dans l'écoute de l'autre, aussi à partager des affaires qui font en sorte que souvent les meilleures idées vont émaner du choc qui se passe entre les gens. Puis de me dire aussi que
peut-être si j'avais pas été en contact avec ça, ben je sais pas, j'aurais un métier très très différent. Ma vie serait allée ailleurs. Tu serais devenu quoi? Ah, je serais devenu... Mais tu sais, j'avais comme des idées. Je vais devenir avocat. Fait que finalement, je produis indéfendable. Mais donc, c'est ça. Je trouve que de faire visiter des trucs, d'initier des musées, d'aller voir des affaires avec vos enfants, ça va peut-être les éveiller à quelque chose que vous-même, vous ne pouvez pas leur donner, puis ça va vous éveiller vous-même à quelque chose de nouveau, peut-être. Charles, j'ai vu, parce que je t'ai googlé avant de faire l'entrevue, puis j'ai vu que tu es même allé jusque sur la Côte-Nord pour les journées dans le cadre de la journée des journées de la culture, pardon. Qu'est-ce que, en fait, quel genre de message t'as reçu là-bas, puis qu'est-ce que t'as apporté, puis comment ça s'est passé, cet échange-là? C'est l'endroit où je me sentais le plus imposteur. J'étais le grand et gros animateur blanc qui arrivait en territoire autochtone. Puis j'ai visité des écoles. Puis c'est drôle parce que je suis allé dans une classe. Où il y avait des TSA. Puis il y a une maman qui faisait toutes sortes d'activités culturelles, dont cette classe-là. Puis je suis allé visiter, donc... puis quand j'étais dans la classe, il y a une maman qui enseigne en 3e année dans cette école-là, dont l'enfant, à 9-10 ans, est non-verbal dans cette classe-là. Quand elle est arrivée, elle m'a vu, puis elle est partie à pleurer, puis je l'ai pris dans mes bras, puis c'est drôle, hein, parce que autant je me demandais, tu sais, qu'est-ce qui nous séparait, autant à ce moment-là, on était ensemble à la même place. Puis autant notre background culturel, social est extrêmement différent, mais pourtant on vivait comme parents les mêmes enjeux. Puis je me disais, toi, peut-être que les documentaires, c'est de l'audiovisuel, mais c'est moi culturel, mais en même temps, il y avait quelque chose qui nous rassemblait. Puis je trouve qu'il y a de ça aussi dans la culture. Tu sais, on vit dans un monde où on peut regarder nos écrans quand on veut, à l'heure qu'on veut, regarder les contenus qu'on veut, souvent tout seul, puis souvent on voit dans les restaurants des gens qui sont sur leur cellulaire en couple qui se parlent même plus. Mais se retrouver ensemble dans une salle de spectacle, rire en même temps, pleurer en même temps, on est les seuls à être vivants quand même, qui vont payer de l'argent, payer le parking, payer la gardienne, ne pas savoir ce qu'ils vont voir, s'asseoir avec du popcorn trop cher d'une salle, les lumières vont s'éteindre, puis 20 minutes après, on va rire ou on va pleurer alors qu'on sait que c'est faux. Puis nous-mêmes, on est générateurs, là, ça se passe en dedans de nous. Nous-mêmes, on se compte des histoires, on se fait accroire des affaires. Fait que il y a tout ça dans la culture. Mais de me retrouver là-bas, puis de me rendre compte que, dans les communautés autochtones, il y en a des gens qui écoutent la voix. Puis ils me regardaient et disaient, c'est la voix, toi, hein? Oui. Charles, c'est formidable. Charles, là, les gens qui nous écoutent et qui auraient le goût de participer aux Journées de la culture, mais qui ne l'ont jamais fait auparavant, qui savent pas trop par quel bout prendre ça, là, aurais-tu 1 ou 2 conseils pratiques? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi une bonne idée là, pour une famille, par exemple? C'est tellement facile. Premièrement, vous allez sur le site des Journées de la culture. Vous l'avez par région. Vous êtes en Montérégie, vous êtes dans la Naudière, à Laval, etc. Vous cliquez là-dessus. Il y a des villes là-dessus. Vous avez l'âge. Hein, c'est une activité pour les tout-petits, pour les 13-18, pour toute la famille, pour les adultes. Ça vous tente de vous beurrer les mains. Dans chaque région, il y a des œuvres collectives. Il y a des fresques à faire. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a dans Montréal-Nord, il y a de l'initiation à de l'humour. Dans Saint-Michel, il y a de la bouffe. Vous allez pouvoir rencontrer des artisans, voir des affaires. Dans l'ouest de Montréal, il y a des parcours d'architecture. Puis bien sûr, là, il y a le classique, les musées sont gratuits. Puis moi, je dirais, si vous allez dans un musée, prenez-vous des audioguides, puis, je veux dire, soyez délinquants. Vous n'êtes pas obligé de suivre les numéros. Là. Vous pouvez être visiter ça tel un saumon qui remonte le courant, puis vous promener, faire un countdown des œuvres, ou d'avoir l'air de moi quand je cours chez Ikea dans le sens inverse. Mais, donc, c'était toi, ça! Je me demandais c'était qui! Mais soyez délinquants, puis je dirais même, essayez des affaires que, si vous aviez à payer, vous le feriez pas. Parce que peut-être vous n'aimerez pas ça, mais vous le saurez. Mais sinon, peut-être vous allez découvrir quelque chose. Puis les audioguides dans ces trucs-là, c'est le fun parce que vous comprenez un peu dans quoi ça s'inscrivait, comment c'est fait. Tu sais, quand on va au MoMA, on voit des toiles de Monet, puis alors que pour la plupart d'entre nous, c'est une housse de couette, c'est une housse de couette, là. Mais là, on voit la vraie peinture, puis on s'assoit là, puis là, tu apprends que quand il y a peint ça, il y avait des cataractes, puis c'est pour ça que c'est si foncé. Puis après ça, il se fait opérer, puis là, ça devient plus clair, puis il était toujours en train d'avoir les mêmes jardins. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans quand les œuvres s'inscrivent dans un contexte, puis c'est un humain qui a fait ça quand même. Moi, ça me fascine tout le temps de me dire, il y a quelqu'un
qui a pris un pinceau, puis qui a une vision, puis qui voit ça, puis il y a d'autres mondes qui le regardent, puis qui s'assoient, puis qui tombent un peu dans la lune, puis ça devient un peu un space. Je trouve ça fascinant, cette communication-là des arts visuels. Charles, tu es un invité extraordinaire. Oui. Écoute, c'est l'effort minimum pour des animateurs et des chroniqueurs. Tu poses 3 questions, Charles comble la chronique. Merci beaucoup d'avoir fait la promotion de la Journée de la culture. Merci, Charles. Salut. Je m'ennuie-tu de faire de la radio, tu penses? À la prochaine. Salut, à bientôt, bye. Donc, si ça vous intéresse, ça se déroule pendant tout le week-end. Il y a vraiment beaucoup d'activités. J'ai parcouru le site, puis vous y allez par région et on va vous indiquer exactement pour quel âge quoi faire. Voilà, ben oui, ça semble super bien fait. Donc, sur Internet, tous les renseignements sont là.